Bonjour, nous sommes le 22 avril 2024. Euh, la météo était bonne, il a un tout petit peu plu ces temps-ci, mais c'est valable. Simplement, il fait un petit peu, bon, un petit peu froid pour un mois d'avril. Pour un printemps, bon, on ne connaît pas. On a on avait des éclaircies, quoique maintenant le ciel est en train de voilà, se couvrir. Mais disons qu'on avait un temps légèrement frisquet, on ressentait du vent frais. Avec un petit peu des éclaircies. Voilà. Ça ne donnait pas l'envie de sortir si on ne courait pas en extérieur. Si vous courez, il n'y a pas de problème. Si vous faites du sport, là vous transpirez. Mais là, si vous marchez, bon, il faut s'habiller chaudement. On va dire ça comme ça. Parce qu'il fait un petit peu froid pour un mois d'avril. Bon, sinon à part ça, il n'y a rien à signaler. Alors ici, on demande la longueur de l'arc de courbe de la cycloïde. La longueur de l'arc de courbe de la cycloïde. Alors je rappelle que le vidéo a été établi concernant la construction de la cycloïde. Ça c'est une chose, mais avant de la construction de la cycloïde, a été établi donc les équations caractéristiques de la cycloïde en équation paramétrique avec un paramètre t. Alors si on va regarder un petit peu la cycloïde, la voici. Donc la cycloïde c'est quoi? C'est la courbe décrite par un point M fixe. Alors vous voyez que le point M il part de l'origine, hein. Parce que si ici il part du dessus, c'est plus la même courbe. C'est plus la même courbe. S'il part de, voilà, en 0, ici le rayon il vaut 2, du cercle, le rayon du cercle il vaut 2, ben, si vous mettez un point 0, x égale 0, y égale 4, si vous démarrez de 0,4, enfin si le point M commence en 0,4, ce qui va se passer, on n'aura pas la même courbe. Bon, voilà. Et ici, bon, on va pas faire toute l'étude, la cycloïde à l'infini, hein. Ce qu'on va faire, on va commencer à cycler de 0 à 2 pi, donc pour un tour de roue. Si vous voulez, on peut considérer ça comme un pneu de roue, comme un pneu par exemple, de vélo, un pneu de voiture, peu importe. Et considérer que, bon, on va calculer la courbe pour de 0 à 2 pi. Voilà, pas plus. Bon, après, on peut continuer, hein. Si vous faites un tour, deux tours de roue, trois tours, ben, la cycloïde va se répéter. Va se répéter. Donc, c'est un mouvement de rotation d'un point M. Voilà, en vérité ce point M, c'est une roue qui est translatée, hein. Cette roue est translatée. Alors, le sol, c'est l'axe X. Donc, la cycloïde est la courbe décrite par un point M fixe sur un cercle qui roule sans glisser. Sur une droite. Et ici, la droite, c'est le sol. En mécanique, on pourrait considérer qu'on a une surface. Voilà, ici, ce serait le sol. Bien sûr, ici, paramètre T, bon, ce serait le temps, hein, en mécanique. Voilà, on aura un point indépendant du temps. Mais si, bon, on est dans un espace intemporel, puisque c'est mathématique. En mathématiques, bon, tout est intemporel, il n'y a pas de temps. Donc, ce qui veut dire que, bon, on aura un paramètre T qui va dépendre, voilà, du nombre de radians. Radians parcourus par un arc. Alors, je rappelle que l'arc décrit par rapport aux paramètres, c'est très important. C'est très important de savoir ça parce que sinon, bah, vous n'allez pas savoir voilà, euh, sur quelle base choisir le T. Enfin, sur quelle base le T est pris en considération. Alors, le T est pris en considération à partir de là. Donc, supposons que le point originel est ici, qu'on appelle point par exemple A. Ce point-là est fixe. La roue va tourner, mais elle va décrire un mouvement par rapport au sol. Alors là, le sol, je vous ai dit, c'est l'axe OX. Et A, c'est l'origine 0, 0. Donc là, étant considéré comme origine 0, 0. Voilà. Et là, on a OX ou AX. Alors ça, c'est le centre du cercle. Alors, supposons que le centre du cercle, voici, que je vais appeler C pour centre. Le cercle, c'est C. Donc, le point va effectuer, c'est un point fixe. La roue va tourner, mais pendant qu'elle tourne, elle va, voilà, bouger. Donc, c'est-à-dire que
à un moment donné, par exemple, par rapport à l'origine des angles, par exemple, le point T sera, enfin, le point A va être situé en A'. Voilà. Donc, le A, il va parcourir une distance, enfin, un arc à prime, qui va dépendre bien sûr de T. Et donc, là, on a un rayon, voilà, on a R fois T. L'arc ici parcouru, c'est R fois T. T étant l'arc, hein. Donc, on a R fois T. Alors, si le rayon, vous l'appelez A, c'est A fois T. Voilà. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'équation d'un cercle. Vous avez les équations paramétriques où l'angle est pris à partir d'ici. C'est pas la même chose. Alors, ça a été vu dans une vidéo, hein, tout ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'angle θ. Là, si j'ai le point originel A, un point A' sera ici. Bah là, à ce moment-là, ben, vous avez du sinus et du cosinus, et si c'est décentré, ben, il faut décentrer. Par contre, ici, c'est plus la même chose. Hein. On n'a pas cosinus et sinus, voilà, mais on aura tout le contraire. Alors, si je prends par exemple ceci, on prend ceci, voilà, je prends un angle ici, ça c'est le X, voilà, et ça c'est le Y. Ouais, ici, θ il est là. Donc, pour avoir le X, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Voilà, côté adjacent sur l'hypoténuse, ça c'est le X. Donc, on aura X égale A ou R, si R est le rayon, R cos T. Voilà. Et bien sûr, Y, ce sera l'autre, c'est R sin T. Θ, je m'excuse, θ. Voilà. Mais ici, on n'aura pas ça parce que c'est pas les mêmes angles. Voilà, si vous voulez, il y a un écart de 270 degrés entre, si vous prenez l'origine ici, et un angle θ, il y a voilà, un écart de 90. Supposons qu'on prenne l'origine ici, et l'autre, l'origine de θ est ici, et l'origine de t est ici. Ben, l'écart est de 270, donc il faut faire avec 270. Donc ça veut dire que vous allez retrouver moins r sinus θ, et y égale moins r cosinus θ. Voilà. Avec bien sûr le décalage. Hein. Décalage ici de l'origine. S'il est décalé, ben, il faut faire plus A, celui-ci plus B, ça c'est le décalage. Par contre là, le décalage, ici comme le Y, ce qui va rester constant c'est l'Y. Le centre, c'est une translation. Hein. Voilà, on fait une translation à chaque fois de cercle. Voilà, si je veux faire une translation, je prends par exemple ce cercle-là. Effectivement, la roue tourne, mais en vérité, quelque part, c'est une translation qu'on fait. C'est juste une translation. Le vecteur de translation, ben, dans ce cas-ci, je l'ai pris de là. Voilà, je l'ai translaté. Donc j'aurai C', et j'ai nouveau C secondes, c'est le vecteur de translation pour amener le cercle C en C secondes. Donc ce qui veut dire qu'ici, ça sera toujours R, le rayon, parce qu'on a toujours le rayon ici, en Y. Mais ce qui va changer, c'est le X. Voilà, le X. Et le X, il vaut RT. Alors, T ici, il est en radian. Hein. Ben, si vous vous mettez en mécanique, vous vous mettez en mécanique, ouais, c'est le temps. Oui, attention qu'ici, c'est pas θ. C'est pas θ, c'est T. Puisque je travaille que, non pas θ, mais T. Attention à ça. θ, c'est par rapport, θ, c'est par rapport à celui-là. Voilà, l'origine est ici.
et le T, l'origine est ici. Il y a un écart de 270 degrés. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est T. Je suis en T. Variable T. Et alors ici, vous aurez compris que ce qui va changer, c'est par rapport à T. Mais ici, T, bien sûr, c'est en radian. Et non pas en secondes. Donc, vous allez avoir R fois T. Et là, vous avez les équations de la cycloïde. Et c'est sur base de ça qu'il faut calculer la longueur de courbe de la cycloïde. Donc on aura x égale r fois t moins sin t fois r sin t. Attention qu'il y a un rayon R. Hein. J'espère que j'ai mis un rayon. Oui, mon rayon, il est là. Ok. Et le Y, c'est toujours ce même rayon, moins R cosinus T. Ouais, et ça se produit simultanément pour avoir X et Y en même temps. Donc j'en mets une accolade. Donc elle est basée sur deux équations. Bien sûr, X est fonction de T et Y est fonction de T. Quelque part, vous avez une variable T qui va engendrer X de T et qui va engendrer Y de T, mais attention, simultanément. Ce qui veut dire que vous avez engendré un point X de T, Y de T, qui est un point de la cycloïde. C'est un point de la cycloïde. Alors la cycloïde, je peux l'appeler par exemple phi. Voilà, ça c'est la cycloïde. C'est la courbe. C'est la courbe qui va être engendrée. Tous ces points-là vont définir une courbe. Bien sûr, ça va. C'est une courbe symétrique. Alors si vous continuez, ça c'est pour un tour, de 0 à 2π. Si vous faites un autre tour, ça recommence. Hein. On va dire ça comme ça. Et alors, bah, c'est symétrique. Là, on a pi. Avec ce point-là, bah, on va le retrouver symétriquement disposé ici. Donc ça veut dire que si vous construisez de 0 à pi, c'est fini. Vous faites après une symétrie. Vous appliquez une symétrie orthogonale d'axe. On va appeler ici l'axe delta. D'axe delta. Alors le delta se trouve en pi. Parce qu'elle est symétrique par rapport à pi. Donc, ce point-là, il est ici. Ce point-là, il est là. Ce point-ci. Donc, vous construisez la courbe sur une partie. Puis il y a un point qui est connu. Si le premier point connu, c'est 0, bien sûr, parce que c'est là où démarre. Alors, ça ne démarre pas d'ici, parce qu'à ce moment-là, ça ferait autre chose. Ça ferait des courbes, c'est autre. Ça ne démarre pas de dessus, mais du bas. Alors, si vous connaissez ce point-là, ben d'office vous connaissez le point à 2π, donc ça c'est déjà un point connu. Et un autre point connu, ben, ce sera le maximum. Le maximum qu'on va avoir. Voilà. Qui sera bien sûr, on ne peut pas dépasser la roue. Donc la roue, c'est un rayon de A. Donc ici le maximum sera en 2A. On aura un maximum en pi qui vaut 2A. Voilà. Et puis tout le restant reste symétrique. Alors maintenant si on revient ici, là vous avez, je vais mettre un B, voilà le point B, comment voilà le point M, comment il parcourt, voilà, puis il recommence, hop, en 2π, 4π, etc. Donc c'est vraiment une roue de vélo qui cycle. Voilà. Les équations elles sont là bien sûr avec un R positif. Le R peut être entier ou pas, on s'en fout, c'est pas, ça n'a rien à voir. Donc vous voyez bien que si on met R en évidence, on a RT moins R sinus T donne R de fois T. Donc la courbe ici, si je mets R en évidence, c'est R T moins sinus T, et l'autre c'est R 1 moins cos T. Alors si je prends sur GeoGebra, je construis ceci, je vais mettre un rayon à l'aide d'un curseur, je vais mettre un curseur, voilà, qui va représenter le rayon. Un rayon ici, que je vais mettre grand R. Bon, le rayon doit être positif. Je vais commencer de 0 à 5 par incrément de 1. Attention que c'est pas forcément entier. Voilà, je peux.
Voilà, je peux avoir un rayon en virgule. Bon, ici, je l'ai mis de 1 à 2, le passage de 1 à 2, mais je peux faire je peux avoir un rayon de 2,3, 2,45, peu importe. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, le rayon n'est pas forcément entier. Alors, si j'écris l'équation, ben, j'écrirai le x, c'est r fois t moins cos de, de t, sin t, je m'excuse, sin t, virgule, r fois 1 moins cos t. Voilà. Ici, le rayon il vaut 3. Donc, je peux disposer, donc ça fera, maximum ça fera 6. Ici, il y a un petit problème. 1 moins, ouais. R1 moins. Il y a un petit problème. R1 moins cos t. Ouais. Voilà, on aurait ceci. Le point de démarrage, le point qui va cycler, c'est le point M. Voilà, c'est ce point M qui va bouger quand la roue va cycler. Et donc, ici, vous voyez bien que c'est ce qui se passe. Alors, vous voyez bien que le B, le Y est toujours le même. Hein. C'est toujours ici, dans ce cas-ci, c'est 2. Il vaut toujours 2. Le Y, il vaut toujours 2. Donc on a bien une translation, on a une rotation du pneu en lui-même. Alors pourquoi je dis rotation et translation? Alors rotation, ben, si je regarde le cercle lui-même, c'est-à-dire si le système est le cercle, ben, si le système est le cercle est en rotation. Mais maintenant, si le système est l'extérieur, ben, on voit quelque chose qui tourne, mais en vérité c'est une translation. Si le système est l'extérieur, c'est-à-dire si je prends l'axe OXY, là à ce moment, indépendant de l'objet qui est le cercle, ben, à ce moment, on voit une translation. C'est une translation que l'on voit. Voilà. C'est une translation. Mais si je prends le cercle en lui-même, si le système est le cercle, en mécanique, on parle de système. Donc ici, en mécanique, le système, c'est le pneu, mais le pneu est en rotation. Mais si le système est vu de l'extérieur ben, verra le pneu en translation. Donc l'observateur est vu comme à l'extérieur du système. Donc il voit le pneu, il est en dehors du pneu. Bon, il est en dehors du pneu. Bon, il voit le pneu qui est voilà, en face de lui et il voit une translation. Alors que le pneu est en rotation. Voilà, et ces équations sont là. Alors maintenant, un arc de cycloïde a pour longueur 8 r, c'est ce que je vais calculer maintenant, et pour r 3 pi r carré, c'est-à-dire 3 fois l'air d'un cercle, parce que le cercle, l'air c'est pi r carré. Bon, et là c'est 3 fois. Attention que c'est 0 à 2 pi, hein. C'est de 0 à 2 pi. Hein. C'est un peu comme j'ai fait ici. Ici, moi, ici c'est de 0 à 2 pi. Bon, le 0, 0, je l'ai. Là, 0 à 2 pi 0. Ah, c'est de là à là. Il va cycler de là-bas de 0, 0 à 0. Donc il fait un tour. Ici, il fait un tour. Bon, mais ici, il fait plusieurs tours. Si vous voulez qu'un tour,
vous pouvez faire tourner de 0 à 2pi. Alors, voilà, ici. Alors, 2pi, c'est, je rappelle que 2pi, combien vaut 2pi? 6,28. Hein. Ici, je lui mets à 2 décimales. 6,28 à 2 décimales. Voilà, donc ici, vous voyez que il y a 6,1, je peux recorder 6,2. Voilà, ici, on va dire qu'il est presque terminé, parce que c'est 6,28. 6,28. Ici, là, ils l'ont fait à 1 dixième. Bon, on pourrait le faire à 2 dixièmes, enfin, peu importe. Voilà, donc ici, c'est 6,2. Voilà, donc ça, c'est un tour de pneu. Donc, une arche de cycloïde a pour longueur 8 r, ben, c'est ce que je vais calculer maintenant, et pour r 3 pi carré. Alors, 8 r, la longueur d'un cercle, c'est 2 pi r. Et là, c'est 8 r. 8 fois r, 8 fois le rayon. Alors que pour l'air, regardez bien que pour l'air, c'est 3 fois l'air d'un cercle. Donc il y a un pi qui intervient dans l'air de la cycloïde, mais il n'y a pas de pi qui intervient pour la longueur de l'arc de courbe. C'est 8 r point. C'est 8 fois le rayon. 8 fois le rayon. Alors que l'air, il y a du pi dedans, c'est 3 fois l'air du cercle. Bon, c'est assez stupéfiant, c'est un petit peu ça. Voilà. Alors pourquoi? Parce que on pourrait considérer que là-dedans, il y a du cercle et il y a de la translation. C'est un petit peu ça. On pourrait dire qu'il y a du cercle et de la translation. Donc il y a une valeur qui sera pure, 8R, qui sera, si R est entier, vous mettez R égale 2, vous avez 8 fois 2, ça fait 16. Voilà. Par contre, pour l'air, vous aurez toujours un irrationnel, parce que pi est irrationnel. 3R carré fois pi, ça fait toujours un irrationnel. Donc vous aurez toujours un irrationnel. On aura toujours. Donc 3 pi r carré est un irrationnel. Alors que 8R, voilà, il est rationnel. Hein. Sauf si vous prenez r égale pi, prenez comme par hasard le rayon qui vous. Voilà, un irrationnel, c'est normal que vous aurez 8 fois un irrationnel fait un irrationnel. Mais vous aurez un irrationnel que si r est un irrationnel. Voilà, mais 8r, si vous prenez r entier ou décimal, c'est-à-dire rationnel, entier ou rationnel, ben 8r sera rationnel. Par contre, pour 3 pi r carré pour l'air, il est toujours irrationnel. On va dire ça comme ça. Alors, une courbe cycloïdale est une courbe décrite par un point M fixe d'un cercle de rayon R. Alors, ici, vous avez une translation. Hein. Ça, c'est un phénomène de translation. Parce que je vous ai dit que le cercle se dépasse de manière en translation par rapport à un observateur extérieur. Sachant que le cercle lui-même est en rotation. Hein. Le point M est en rotation sur voilà, un cercle, mais il décrit en même temps ces deux mouvements, si vous voulez. Ces deux mouvements. C'est un mouvement de rotation suivi d'un mouvement de translation. C'est une rotation accouplée à une translation. Alors, maintenant, par rapport à ça, on peut définir les courbes cycloïdales. Alors, les courbes cycloïdales, par rapport à on n'est plus sur une droite, mais sur un cercle. Alors, de deux choses l'une, on peut avoir la courbe hypocycloïde ou la courbe épicycloïde. Alors, ça, c'est l'hypocycloïde. Alors, là, la rotation est sur un cercle. C'est un cercle qui tourne, c'est un cercle où le point M tourne sur lui-même, mais qui décrit un cercle. Voilà, alors là, vous voyez que c'est comme si on avait voilà, des roulements de billes, enfin un roulement à billes. Vous avez un roulement à billes. Supposons que vous avez une bille. On peut avoir des roulements à billes qui font ceci. Alors qu'est-ce qui va bouger? Est-ce que c'est les billes ou c'est le grand cercle? Ah ben, ça, voilà, on peut. Le mouvement, ça, le type de mouvement, ça, on peut dire qui est fixe et qui sera mobile. Voilà, qui est fixe et qui sera mobile. Ça, c'est pas un problème. Mais ici, dans ce cas-ci, le grand cercle est fixe et le petit cercle à l'intérieur est mobile. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais en mécanique, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire soit tourner le grand cercle et le petit cercle fixe. On peut faire bouger le grand cercle et le petit cercle fixe. Ou on peut faire bouger le petit cercle le grand cercle fixe, le petit cercle mobile. On peut faire le grand cercle mobile, le petit cercle mobile. On peut faire ça. On peut faire ce qu'on veut en mécanique. Voilà, on peut décrire qui sera fixe et qui sera mobile.
Voilà, donc en mécanique, il y a une liberté qu'on peut faire agir. Mais ici, dans ce cas-ci, vous voyez que c'est le petit cercle, en mathématiques, l'hypocycloïde, c'est le petit cercle qui bouge et le grand cercle est fixe. Et ça décrit, voilà, une courbe en rouge, là. Tous les points M décrivent ce qu'on appelle une hypocycloïde. Alors, l'hypocycloïde est intérieur, hein, est intérieur. Alors, l'épicycloïde sera à l'extérieur. L'épicycloïde, vous voyez qu'elle est à l'extérieur du grand cercle. Ça, c'est à l'extérieur. Voilà. Donc, on a l'hypocycloïde et l'épicycloïde, c'est pas le même. Il y en a une qui sera intérieure et l'autre extérieure. Voilà, bon. Les équations, bien sûr, elles vont changer. Hein. C'est R moins R fois cosinus T plus R. Voilà, tout va être décrit par rapport à R moins petit r. Voilà, c'est juste ça. Alors que l'épicycloïde, c'est R plus grand R. C'est la même équation. Hein. Vous prenez ceci, voilà, les équations là. Donc, pas tout à fait celle-là parce qu'il ne faut pas mettre en évidence. Voilà, vous gardez. Bon, ça, c'est quand il y a une translation, on peut refaire la mise en évidence. Bon, c'est plus. Mais après, bon, pour voir plus clair, c'est mieux. Bien sûr, vous avez un second rayon. Hein. Il faut tenir compte du second rayon parce que autant ici le rayon ne varie pas, mais dans l'autre, il y a deux rayons. C'est ça qu'il y a. Il y aura deux rayons. Il faudra soit soustraire les rayons. Donc, tout va se jouer sur les rayons ici. Voilà, c'est les cas. Alors, regardez bien les équations. En hypocycloïde, c'est R moins R. Oui, il y a un cosinus T qui apparaît. Cosinus T plus R. Oui, il y a des petits changements. Voilà, il y a des petits changements. Et l'autre, donc c'est deux cosinus et l'autre deux sinus. C'est deux cosinus et deux sinus. L'autre aussi, c'est deux cosinus et deux sinus. Mais simplement, qu'est-ce qui va changer là? Dans l'hypocycloïde, c'est R moins R. Oui, il faut tenir compte du petit r là-bas, cos. Ce qui est normal, hein. R moins R cosinus T, vous reconnaissez l'équation paramétrique d'un cercle, R cos T, là. Vous voyez, R cos T, R sin T, c'est l'équation paramétrique d'un cercle accouplé à... oui, c'est ça, c'est deux composantes, hein, c'est deux composantes. R cos T, R sin T, c'est deux composantes. Dépendantes de T, mais simplement, il y en a un, il voudra T en argument et l'autre R moins R sur R fois T. Les arguments ne sont pas les mêmes. Et en plus de ça, la multiplication se fera l'un par R moins R et l'autre par R. Voilà. Par contre, pour les cycloïdes, on aura toujours cosinus et sinus. Voilà. Là, on aura R plus R et R plus R. Petit instant parce que... Petit instant. Voilà, je disais que c'est toujours cosinus et cosinus, sinus et sinus. Que ce soit pour l'hypocycloïde et l'épicycloïde. Voilà. Donc ça ressemble un petit peu à l'équation paramétrique d'un cercle. Simplement, on aura... Bon, je vais bien faire une copie d'écran pour montrer ce dont je suis en train de parler. Impression, voilà, on va faire une imprimante. Voilà ce que je disais. Bah, on a du cosinus. Vous vous rappelez l'équation paramétrique d'un cercle qui est Y. Central origine, c'est R cos T et... Enfin, c'est pas Y, c'est X. X égale R cos T et R sin T. Voilà, plus un décalage. A plus B, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, ici, c'est un petit peu ça qu'il y a. Vous voyez, c'est du cosinus, sin, cosinus, sin, cosinus, sin, cosinus, sin. Simplement, c'est quoi qui va changer? C'est les arguments.
Ici, c'est R moins R sur R, R plus R sur R, pour l'épicycloïde. Alors là, on aura R moins R, R moins R, R plus R et R plus R. Et là, on garde le T. Le T est gardé. Et là, on aura plus, moins, moins, moins. Alors, dès le moment où vous parlez de R plus R, ben, vous aurez du R plus R. Bien sûr, ici sur petit r. Voilà, mais en tout cas, ici, on a du R plus R. Donc, vous voyez que, bon, on n'est pas très loin de l'équation de la cycloïde, mais modifiée. Elle est modifiée. C'est normal parce qu'on n'a plus de translation. On n'a plus une translation. Il faut tenir compte d'un autre mouvement, voilà, qui est un cercle. On n'est plus en translation ici. Voilà, donc en fait, on a ça. Alors maintenant, un astéroïde, c'est une hypocycloïde avec le petit r qui vaut 4r. Si le rayon, le grand rayon, vaut exactement 4 fois le petit rayon, je vous rappelle qu'il y a deux cercles, hein, un avec un grand rayon, l'autre avec un petit rayon. Alors grand R, petit r, c'est ça. Il y a un cercle avec un grand rayon et un cercle avec un petit rayon. Donc on connaît les rayons sont connus, hein, grand R, petit r. Voilà. Une fois qu'on connaît grand R, petit r, ben voilà. Vous connaissez grand R, petit r, donc si le rayon vaut exactement 4R, ben on a 4, non pas 5, 1, 2, 3, 4, 5 arches, mais on a 4 arches. 4 arches, comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle une hypocycloïde. L'hypocycloïde, c'est celle-là. Parce que sinon... non, je m'excuse. Si elle vaut 4R, c'est une astéroïde, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est une astéroïde qui provient d'une hypocycloïde, mais avec le grand rayon qui vaut 4 fois le petit rayon. Et donc on a 4 arches. 4 arches. Et bien sûr, le A, il commence là, où vous voyez le rouge, là, petit A. Un astéroïde, donc c'est le rayon vaut 4. Alors maintenant, si vous voulez une néphroïde, la néphroïde, c'est ouais, le grand rayon voudra 2 fois l'autre rayon. Donc R égale 2 R'. Si vous avez R égale 2 R', dans l'épicycloïde, là à ce moment-là vous avez une néphroïde. C'est des coupes caractéristiques en fonction, voilà, des équations. Bon, rien de, voilà, le tout c'est de trouver les équations. Mais ici ils sont donnés, donc il n'y a pas de problème. Mais moi j'ai fait une vidéo qui concernait donc l'équation que voici. Donc comment la trouver, hein. Bon, ça a duré un certain temps parce que j'ai dû décrire l'équation. L'équation, je l'ai pas mis toute faite comme ça. Non, je l'ai démontré. J'ai démontré d'où ça venait. Donc bon, donc ça a été établi par une démonstration et même dessiné par voie de dessin, Voilà, tout a été établi. Donc ça a été démontré. Et donc ces courbes-là se démontrent. Ces courbes-là se démontrent aussi. Donc quand on tourne autour d'un cercle, soit le petit cercle est à l'extérieur, est à l'intérieur du grand cercle. Donc à ce moment-là, c'est une hypocycloïde. Sinon, s'il est à l'extérieur, c'est une épicycloïde. Et les équations sont ici. Bon, elles ne sont pas démontrées ici, elles sont juste données. Voilà. Et puis on a des courbes caractéristiques. Voilà. Par exemple, une épicycloïde avec R égale 2R', c'est une néphroïde. Sinon, on a, si R égale 4R, l'hypocycloïde devient une astéroïde, avec 4 arches. Voilà, et ça donne ceci. Et la différence, la fleur à 1, 2, 3, 4, 5, à 5 pétales. Ici, c'est 5. L'hypocycloïde, c'est 5 arches. Voilà, ici, on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 arches aussi. Pour l'épicycloïde, 5 arches mais à l'extérieur. Mais voilà, ici on n'a plus que 2 arches pour la néphroïde. Voilà, 2 grandes arches. Et pour l'hypocycloïde, on n'a plus que 4 arches. Donc, soit elles sont internes ou externes. Voilà. Ceci étant dit, bon, on va calculer, comme je vous l'ai dit, la longueur de l'arc de courbe qui vaut exactement 8 R. Bien sûr, de la cycloïde. Hein.
Je suis en train de voir la cycloïde. Donc elle vaut, vous voyez qu'elle vaut 8 r, c'est écrit là. Longueur 8 r. Eh ben, c'est ce que je vais chercher. Alors, pour ça, on va démarrer avec une formule pour rechercher les, comment on appelle ça, les longueurs d'arc de courbe. Longueur d'arc de courbe est donnée par une formule qui est une intégration de A à B de 1 plus f' de x dx bien sûr au carré. Parce que ça vient du Pythagore, hein. Ça c'est du Pythagore. C'est pour ça qu'on a, voilà, ça se joue avec des deltas. Voilà, on va rechercher du Pythagore. On décompose bien sûr, hein, puis après on fait toute la somme infinitésimale. Bon, alors on va appliquer cette formule-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'appliquer cette formule-là. On va aller chercher le x et y. Alors, je rappelle avant toute chose que f' de x n'est rien d'autre que dy sur dx. Donc, le x, il vaut bien sûr x de t, dépendant du paramètre t, est égal à a1 moins cos t. Y de t, il vaut a étant le rayon. Ici, je vais prendre a, le rayon, c'est a. C'est le rayon du cercle. Je vais le prendre égal à a. Bon, pour éviter de... Je préfère écrire a que r. Et là, l'autre, c'est a 1 moins cos t. Et l'autre, je me suis trompé, puisque c'est t moins sin t. Alors, la particularité de t moins sin t, c'est quoi? T, il est en même temps argument, mais il est en même temps, voilà, variable. Il est dans un sinus et à l'extérieur d'un sinus. Il est dans un sinus et à l'extérieur d'un sinus. Bon. Voilà. Alors, à partir de là, je peux trouver dans la courbe comme ceci, 1 plus f' de x différentiel de x, bien sûr, on va faire l'intégrale de AB, je peux déjà trouver le dx. Le différentiel de x de t est égal à différentiel de a t moins sin t. Bon, le a il peut sortir du signe différentiel de t moins sin t. Donc on aura a différentiel de t moins différentiel de sinus t. Alors, ce qui fait a différentiel de t alors c'est 1 c'est 1 et la différentielle du sinus c'est dérivée de sin c'est cos. Donc on aura cos t tous les dents voilà cos t 1 moins cos t. Alors quand je dis 1, pourquoi je dis 1? En vérité, le différentiel de dt c'est dt. Alors pourquoi je dis 1? C'est parce que vous avez compris, je sors le dt. Voilà, c'est comme si j'avais ceci, c'est parce que j'ai voulu passer une étape. Hein. Voilà, c'est 1 moins cos t dt. Voilà, quand je dis 1, c'est 1 moins cos t différentiel de t. Voilà pourquoi je disais 1. Parce que le dt, je le sors. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, il faut rechercher le f' de x, qui vaut, comme je l'ai dit,
dy sur dx. dy sur dx. Alors ça, je peux trouver le dy sur dx parce que j'ai déjà le dx. J'ai déjà le dx, je vais chercher le dy. Alors sachant que le y vaut a1 moins cos t. Alors le dx je l'ai déjà. Je viens de vous dire que c'était a1 moins cos t dt. Alors maintenant, le dx, sachant que le x de t, c'était a t moins sin t, voilà. Et le y de t, dy de t est égal à différentiel de a1 moins cos t. Le a, il peut sortir de signe différentiel 1 moins cos t. Alors on aura a différentiel de 1 moins différentiel de cos t. Différentiel d'une constante, ça fait 0. Il va rester a. Et fois moins dérivée de cos, c'est moins sin dt. Donc on aura a sinus t dt. Voilà. Donc voilà. Mais le problème ici, c'est pas le dy sur dx qu'il me faut. Voilà. Attention qu'ici, je dois le mettre au carré. J'ai oublié de le mettre au carré. Donc on aura ceci, si vous voulez. Voilà. Alors, on va regarder tout ça. Donc, je vais chercher le dy. Voici, la sinus t. Ça, c'est le dy. Alors, bien sûr, je vais le diviser par le dx. Bon, le dx, on le connaît. Je sais pas ce qu'il est. Voilà. Dx, c'est a1 moins cos t. dt. Alors, on aura, bon, les dt vont tomber, tant mieux, et le a aussi. Donc maintenant, je vais rechercher le dy sur dx au carré, sin carré t, 1 moins cos t au carré. Donc je vais mettre dans la formule que voici 1 plus, maintenant j'ai ceci, puis je vais primitiver par rapport à x. Alors le a, il va aller de 0 à 2pi. Je fais ça pour l'arche, enfin pour la cycloïde complète, pour un tour. C'est pour un tour. Le 8R qui vous disait tout à l'heure, c'est 8 fois R, c'est pour un tour. C'est de 0 à 2pi.
Alors, le dx, il vaut quoi? Le dx, il est là. Ah, 1 moins cos t dt. Attention qu'ici, c'est pas x, hein, c'est t. Donc, le dx, je vais le mettre en t. Voilà, tout est en t maintenant. J'ai la différence aussi en t. Donc, là, le a, je le sors. Alors, on va voir là, de 0 à 2pi, racine carrée 1 plus sin carré t 1 moins cos t au carré. Alors celui-ci, je l'ai sorti, il est là. Celui-ci, je vais le faire rentrer dans la racine carrée, donc il va devenir au carré. Ces deux-ci vont se simplifier. Alors, ici, je peux faire la simplification, quel que soit t. 1 moins cos t, ici, il est au carré. 1 moins cos t, il est au carré, donc il est toujours... Ouais, ici, je fais une erreur. Hein. Ouais. Je fais une erreur parce que le 1, il n'est pas là le 1. Bon, ici, je me suis trompé. On va dire que je me suis trompé. Je ne peux pas simplifier comme ça. Je vais recommencer ici parce qu'à mon avis, j'ai fait une grosse erreur ici. Vous voyez que j'ai simplifié direct alors que, en vérité, on a 1 moins cos t au carré plus sin carré 1 moins cos t au carré dt sur 1 moins cos t au carré. 1 moins cos t au carré. Bon, je vais développer le produit remarquable du premier terme. Celui-ci.
Voilà. Ça, j'ai mis au même dénominateur. Hein. Celui-ci, il est là. Voilà. Par contre, l'autre, il n'est pas là. Voilà. Et à partir de là, tout est bon. C'est-à-dire que je vais remettre le A, le DX. Le DX, il vaut 1 moins cos t dt. Voilà. Ça, c'est bon. Donc ça, c'était mauvais. Je vais effacer. Voilà. Tout est basé sur ça. Parce que, bon, je n'ai simplement mis quand même dénominateur ici, le 1. Voilà, c'est 1 moins cos carré t plus sinus carré t divisé par 1 moins cos carré t. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a ceci hein, en extérieur. Maintenant, je vais faire rentrer le 1 moins cos t de... Maintenant, je peux le faire. Je me suis précipité à vouloir le rentrer, mais j'ai oublié de mettre 1 au même dénominateur. C'est juste ça. Maintenant, tout est revenu dans l'ordre. Donc, c'est-à-dire que là, j'aurai A intégrale de 0 à 2pi, racine carrée de 1. Alors ici, je vais développer le produit remarquable. C'est 1 moins 2 cos t plus cos carré t plus sin carré t sur 1 moins cos t au carré fois 1 moins cos t au carré différentiel de t. Si on simplifie, on a ceci. Donc on a plus que ceci. Il va nous rester... Alors, cos carré plus sin carré, ça fait 1. Voilà. Et voilà, ici on a 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Ceci, ça fait 1. Et on a 1 ici. Donc, ça fera 2. Donc on aura intégrale de 0 à 2pi de 2 moins 2 cos. Bien sûr, il y a dt ici. 2 cos t différentiel de t. Et si je mets 2 en évidence, on a 1 moins cos 1 moins cos t. Alors je pourrais dire
Là, il faudrait trouver une formule trigonométrique, à mon avis. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? Ben, on sait bien que sinus de t demi égale plus ou moins racine carrée de 1 moins cos t sur 2. Et moins cos t sur 2. C'est-à-dire que ceci là, si je divise par 2, et là je mets 4 pour avoir 2. Là, le 4, je peux sortir du 2, enfin de la racine carrée, on aura 2a. Et là, ceci, ça fait sinus carré parce que si j'écris ceci, sinus t demi au carré, enfin le sinus carré t demi, c'est 1 moins cos t sur 2. Donc là, vous aurez compris que on a racine carrée de sinus carré t demi dt. Donc ce qui fait plus ou moins sinus t demi. Mais on va de 0 à 2 pi. On va de 0 à 2 pi. On a du t demi. Voilà, c'est comme si on avait... Voilà, 0 à 2 pi. 0 2 pi. On a du t demi. C'est comme si on allait de 0 à pi. Mais de 0 à pi, le sinus, il est positif. Donc c'est... je peux dire que ça fait 2a intégrale de 0 à 2 pi de sinus t demi, quel que soit t. Parce que là, il n'y a pas de problème. Le sinus t demi est positif. Donc on peut, vous savez, sortir de la racine carrée. Donc il est positif quel que soit t appartenant à 0,2 pi. Donc c'est pas un problème. Et donc ça nous ramène à une intégrale assez simple. Sinus t demi fois 2a. Ce qui fait 2a, la primitive ce sera 2 cosinus. Dérivé de sin, c'est cos. Dérivé de cos, c'est sin, moins sin. Donc la primitive de sin, c'est moins cos. Donc
ce moins, je vais le mettre à l'extérieur. On aura moins 2a fois a, ça fait moins 4a. Moins 4a cosinus t demi entre 0 et 2pi, ce qui fait moins 4a cos 2pi sur 2, ça fait pi, moins cos de 0. Alors, cos de pi, cosinus il vaut plus 1 ici, il vaut moins 1 là, il vaut en pi demi, le cosinus vaut 0. Voilà, donc on aura bien plus, plus, moins, moins pour le cosinus. Et donc en pi, il vaut moins 1. En 0, ben, il vaut plus 1. Là, moins 1, moins 2, moins 4a fois moins 2, ce qui fait bien 8a. Et 8a, c'est bien 8r. Donc l'arc de la cycloïde fait bien 8r. L'arc de la cycloïde fait bien 8a ou 8r. Ici, c'est 8. Comme a vaut r, hein, vous voyez que la longueur fait bien 8r. 8 fois r. Bon, c'est 8 fois a. Donc c'est bien, ça a bien été trouvé. Donc il faut faire juste attention aux formules trigonométriques. Quand vous jouez avec des sinus cosinus, ben, les formules trigonométriques interviennent. Hein. Bon, il y a juste un petit truc, je m'étais trompé au départ. C'est juste que j'ai pas bien mis au même dénominateur 1 moins cos carré t, enfin 1 moins cos t au carré. Et puis je suis retombé sur mes pattes, c'est pas un problème. Voilà, le tout c'est de savoir s'y retrouver. Voilà, je vous remercie.